de faire une foire aux questions et j'ai fait un appel aux questions sur Instagram et sur Snapchat. Donc j'ai reçu plein de questions de votre part et puis je vais y répondre là tout de suite. Alors c'est parti. Alors je lis les questions dans l'ordre chronologique où je les ai reçues. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. C'est juste. Alors Cassie me demande: coucou Pauline, je vais te poser des questions. Alors, quelle est ta couleur préférée? Le rose fuchsia. Voilà. Et les couleurs qui sont un peu dans ce genre-là aussi, j'aime bien. Je pense que vous l'avez remarqué, j'aime bien ce genre de dérivé de couleurs, quoi. Ensuite, tu me demandes quelles sont tes passions à part le sport. Moi, j'aime bien les chats, enfin les animaux en général, tout ce qui est mignon. J'aime bien les jeux vidéo, sauf qu'en fait, j'étais très accro, donc j'ai préféré prendre un peu des distances avec ça parce que je sais que je pourrais y passer la journée en fait. Je pourrais passer la journée à jouer aux jeux vidéo et je me lèverais juste pour me laver, manger et aller aux toilettes. Voilà. Tellement c'est trop passionnant pour moi. Donc ça, je préfère éviter, faire plutôt du sport à la place parce que c'est quand même mieux pour mon corps, quoi, et puis pour mon esprit aussi d'ailleurs. YouTube aussi, c'est une grande passion pour moi, j'adore. J'adore faire du contenu tous les jours si possible. Et si je fais pas de vidéos tous les jours, c'est juste parce que je travaille à côté. Voilà. Quoi d'autre comme passion? Ouais, c'est surtout ça, quoi. Puis après, j'aime bien plein de trucs en général dans la vie, mais c'est vrai que mes passions en général, c'est le sport et puis bidouiller sur l'ordinateur, quoi. Ensuite, tu me demandes quel est ton deuxième prénom? Alors, mon deuxième prénom, c'est Juliane. Donc ça fait Pauline Juliane Guery. Voilà. Et Juliane, en fait, c'est le nom de ma grand-mère, du côté de ma mère. Donc la mère de ma mère, elle a le même prénom que moi. Voilà. Je pense que c'est une tradition de donner le même prénom en sautant une génération. De quelle origine je suis? Alors je suis d'origine alsacienne, donc je suis française. Donc l'Alsace, c'est au nord-est de la France, c'est juste à côté de l'Allemagne. Voilà. C'est de là que je viens et que ma famille vient. Après, les ancêtres avant, je sais pas trop d'où ils viennent, mais un peu toute l'Europe. Mais je suis pas très sûre, j'ai pas vraiment étudié la génération, la généalogie, pardon. En fait, je m'en fous un peu d'où je viens, du moment qu'on s'est occupé de moi et que je suis heureuse. Voilà. Ouais, je suis pas très curieuse pour certaines choses, hein, c'est moi, je suis désolée. Voilà. Donc voilà, c'était les questions de Cassie en premier. Ensuite, on va passer à la deuxième personne. Ensuite, Didi Fernandez me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, ma profession, et qu'est-ce que j'ai fait comme études. Alors, je suis traductrice technique indépendante, donc je traduis de l'anglais vers le français à l'écrit, et que à l'écrit, je fais rien du tout à l'oral, donc je suis pas interprète. Ça, c'est un métier totalement différent, et puis, donc en fait, pendant des années, j'ai pas parlé anglais, j'ai fait que l'écrire à la rigueur, et encore, je traduis que vers le français, donc je fais que dans ce sens-là, donc du coup maintenant, depuis un an, je galère un petit peu à parler anglais, parce que bon, faut que je pense dans l'autre sens, faut que je pense dans le sens français vers l'anglais, et que je le parle avec mon accent super pourri, mais bon, c'est pas grave, avec le temps, ça va venir. Donc vous pouvez vous moquer de mon accent, je m'en fous. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait comme études? Alors j'étais à Mulhouse pour mes études, à la FSESJ, donc c'est le campus de Mulhouse, là sur la colline. Et voilà, donc j'étais là-bas pendant 5 ans. Au départ, j'avais prévu d'y passer que 4 ans, mais bon, avec le système LMD, ça a un peu changé, donc du coup, j'ai fait un master. Alors d'abord, c'était un LEA de traduction scientifique et technique en anglais, espagnol, français. Et ensuite, j'ai fait le master qui suivait, le master de traduction, c'est quoi l'intitulé exact, enfin bref, de traduction technique anglais, français, espagnol. Voilà. Et au bout d'1 an, à travailler dans les entreprises, je me suis dit, oh zut, hop, je vais être traductrice indépendante, travailler chez moi, au rythme que je veux, et voilà. Et bon après, ça demande de la discipline, c'est pas pour toutes les personnalités, quoi. Voilà. Donc je fais ça, je suis traductrice indépendante depuis 2009, voilà. Ensuite, une question de Loulou. Coucou, ma question est: comment vit ta famille le fait que tu sois végane? Est-ce que c'est compliqué pour les sorties entre amis? Et comment réagis-tu si tu as un ami qui mange un produit animal devant toi au resto par exemple? Alors pour ma famille, au départ ils étaient un peu interloqués, ils n'ont pas très bien compris. Puis bon, avec le temps ils ont compris un peu mes raisons, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont adhéré, hélas. Mais bon, on ne peut pas les forcer, les gens qui ne veulent pas, voilà, il n'y a rien à faire à part être soi-même et puis être végane soi-même, quoi. C'est déjà pas mal qu'ils nous laissent tranquilles, être végane. Bon, après ce qu'on peut faire, c'est leur montrer, je sais pas dans quel ordre, c'est le plus idéal, on peut leur montrer les documentaires Cowspiracy,
Terrien, on peut leur montrer le discours de Gary Yourofsky. Bon, ça date un peu, mais c'est toujours aussi bien. Voilà, toutes sortes de petits documentaires comme ça qui vont peut-être débloquer leur blocage, ou leur faire éveiller en eux l'humanité qui devrait réagir à une maltraitance pareille, à une exploitation pareille. Sinon, il y a aussi La santé dans l'assiette. Bon, c'est un documentaire payant, mais on peut peut-être le trouver sur le net. Enfin, voilà, vous débrouillez. Et bon, si ces gens réagissent pas à ces documentaires, ben, je dirais il n'y a rien à faire. Gaspillez pas votre énergie pour ça. Enfin, moi, j'ai abandonné, ça sert à rien, quoi. Je trouve que c'est plus utile d'échanger sur Internet avec les gens, parce qu'en fait, les gens, enfin, tout le monde a un ego. Donc, quand on essaie de démontrer à quelqu'un qu'il a tort, et qu'il a eu tort pendant des années, des dizaines d'années, ben, les gens, ils ont tendance à vouloir avoir raison et dire « Ah non, non, tu as tort » et tout ça. Alors qu'en fait, quand ils sont devant leur écran sur Internet, ils sont un peu plus... peut-être qu'ils vont être plus ouverts, et peut-être qu'ils vont plus réfléchir et remettre en question ce qu'ils ont fait pendant des années. Voilà. Donc, je pense que l'activisme sur Internet, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Après, l'activisme de personne à personne, c'est très compliqué, ça demande beaucoup de connaissances de communication, de psychologie, et c'est pas évident du tout, du tout. Donc moi je dirais laissez faire ça aux gens qui maîtrisent bien le truc. Et puis ce que vous pouvez en faire en attendant, c'est montrer vos repas vegan les plus délicieux sur Internet, et puis vos amis qui apprécieront, peut-être qu'ils deviendront curieux. Voilà, ça c'est ma suggestion. Bref, j'ai fait une grande parenthèse. Et ensuite, la deuxième question de Loulou, c'était comment ça se passe avec les sorties entre amis quand les amis mangent un repas omnivore. Ben, en général, avec les amis, on a déjà abordé le sujet, donc une fois que c'est fait, voilà, je vais pas les reprendre à chaque fois, je sais que ça sert à rien. Et puis, après, je vois plus très très souvent mes amis omnivores, hein. Je vous avoue que c'est juste quelques fois par année, pas plus maintenant. Et maintenant, j'ai beaucoup plus de plaisir à voir des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, donc du coup, je les vois plus beaucoup. Voilà. Bon, après, je pense que vaut mieux garder un certain contact avec ses anciens amis, c'est clair, hein. Et puis trouver des passions communes, évidemment, hein. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui mange un steak devant moi, ben, qu'est-ce que je peux faire? Je vais pas dire à chaque fois que c'est un cadavre, parce que sinon, à force de répéter des choses, ben, les gens ils ferment les oreilles. Voilà. Donc non, je réagis pas, et puis je mange mon truc. Voilà. Et je sais que rien qu'en mangeant mon plat vegan qui a l'air super bon, ben, ça a déjà un effet, quoi. Et puis j'ai pas envie tout le temps d'être militante, vous voyez. J'ai envie de me relaxer aussi des fois, quoi. Pas tout le temps en train de dire ah, ça. Et puis il y a d'autres sujets aussi à aborder avec les amis, quoi. Ensuite, une question de Léa HF. Pour la fac, quel pays rêverais-tu de visiter? J'aimerais bien visiter plein de pays, à commencer par les pays d'Asie du Sud-Est. Moi je connais que Chiang Mai en Thaïlande pour l'instant, parce que en fait j'ai commencé à... j'ai fait du tourisme en dehors de l'Europe que depuis l'année dernière, parce que j'étais une grande timide qui osait pas sortir d'Europe, mais bon, ça va, j'ai franchi le pas. J'ai visité 2 autres continents depuis l'an dernier. Alors ce que j'aimerais visiter, en dehors de l'Europe, ben oui, donc les pays d'Asie du Sud-Est, peut-être le continent australien, peut-être le Canada, je sais pas, je verrai au fur et à mesure. Il y a tellement de pays qui m'attendent. Et là, l'Afrique du Sud, ben, c'était une grande surprise en fait. Avant que Paul commence à me parler, ben, j'aurais jamais imaginé que j'irais en Afrique du Sud. Et puis la vie est pleine de surprises, hein. Donc je reste ouverte aux surprises. Et puis les pays prioritaires, ça va être l'Asie du Sud-Est pour l'instant. Voilà. Ensuite, une question de Mathilde, Little Diary, qui me demande pourquoi as-tu décidé de repasser sur du cuit après avoir été frugivore pendant un moment. Ok, il y a plein d'autres questions qui n'ont rien à voir ensuite. En fait, si j'ai recommencé à manger beaucoup plus d'aliments cuits, c'est parce que c'est bon, voilà, en premier lieu. Deuxièmement, parce que c'est moins cher. Manger du riz, ça revient moins cher que de manger des raisins. C'est bête, mais c'est comme ça, hein. Et puis plus on habite vers le nord, et puis plus les fruits coûtent cher. C'est comme ça. Et puis donc voilà, ça me coûte moins cher, et du coup, je fais des économies et je peux m'acheter des choses qui sont importantes comme une caméra. Bah, avant j'utilisais mon smartphone et puis l'image commençait à être vachement floue, donc c'est pas génial pour YouTube. Puis là je peux me payer des voyages de temps en temps, des trucs comme ça.
Après je dépense quand même encore pas mal pour la nourriture, mais je me suis vachement calmée quoi. Avant j'achetais pas mal de fruits exotiques et tout ça, mais bon ça coûtait tellement cher, je pouvais rien me payer du tout à côté quoi. Voilà, puis je pense que sur YouTube, pour promouvoir le véganisme, c'est quand même mieux de montrer des plats cuits en plus des fruits quoi. Parce que tout le monde n'est pas intéressé par le crudivorisme du tout, et puis leur montrer, je sais pas, des pizzas véganes, des burgers véganes, du riz et des légumes avec toutes sortes de sauces, ça attire beaucoup plus de monde en fait, donc il y a aussi ça qui entre en jeu. Et ouais, voilà. Donc je suis passée à une alimentation un peu moins crue et puis avec plus de féculents, parce que c'est tout aussi bon hein, si on le fait correctement. C'est pas très compliqué, enfin, c'est difficile de rater un plat vegan quand même. Et puis si c'est pas très goûteux, bah, il suffit de rajouter des épices, hein, les épices qu'on aime, tout simple. Ensuite, une autre question de Mathilde. Quel est ton plus grand rêve? En fait, je vis déjà un rêve là, donc pour améliorer ce rêve, j'aimerais bien être totalement youtubeuse et puis arrêter de travailler à côté. Donc on verra si c'est possible par la suite. Je pense que oui. Quelles études as-tu suivies? J'ai répondu déjà avant. As-tu déjà envie de devenir coach en ligne dans le domaine nutritionnel? Alors ça j'ai fait un tout petit peu, mais c'est pas trop mon truc. Je préfère conseiller tout le monde à la fois, dans les commentaires, dans des articles, dans des vidéos. Je trouve que c'est beaucoup plus productif. Et peut-être que je le ferai par la suite, mais bon, ça m'emballe pas trop. Hein. Voilà. As-tu consulté un spécialiste lors de ta transition vers le végétalisme ou l'as-tu fait seule? Es-tu passé par le véganisme avant? Voilà. Même question, ok. Quand j'ai décidé de devenir végétalienne, végane, je me renseignais toute seule déjà sur internet, avec différentes sources. Au départ, j'avais pas des sources très scientifiques, et puis avec les années, j'ai appris à faire le tri. Mais j'ai jamais consulté de spécialistes parce que j'avais très bien compris que les médecins, ils sont pas formés en fait. Ils sont très peu formés à la nutrition, et en fait, quand ils vous disent manger ça, ils en savent pas. Ils ont pas beaucoup de connaissances, donc voilà, ils font rien de mal, mais c'est juste que la formation des médecins en France, elle manque d'heures de nutrition qui sont indépendantes et fondées sur les études. Voilà. Et par exemple, pour les protéines, la plupart des médecins croient qu'il faut faire attention aux protéines alors qu'il n'y a rien de plus simple en fait. Il n'y a pas besoin de faire attention. Le seul truc à pas faire, c'est faut pas être anorexique. Sinon, c'est sûr que ça marchera pas. Mais sinon, pour les protéines, c'est vachement simple. Même pour les graisses, hein, pas compliqué. Voilà, donc j'ai consulté personne et je regardais juste des youtubeurs et puis leurs sources aussi. Et je me suis de plus en plus intéressée à leurs sources et du coup, je me suis fondée une opinion comme une grande. Et en fait, ce que je vous fais, vu qu'à l'époque j'ai fait quand même pas mal de recherches, et en fait, je vous fais un condensé de mes recherches et je vous le donne parce que je sais que quand on se lance là-dedans, on ne sait pas par où commencer. Et à l'époque, j'aurais bien aimé que quelqu'un m'explique tout comme ça, tout simplement. Donc voilà, je joue ce rôle. Ensuite, je suis devenue végétalienne d'abord et puis ensuite végane. Enfin, j'ai fait d'abord végétarienne, végane. Voilà. Classique. J'ai eu une période frugivore et puis j'ai arrêté pour des raisons de prix, comme je vous l'ai expliqué avant. Donc pour être frugivore, c'est génial, mais je dirais qu'il faut habiter sous les tropiques, avoir des sous, avoir du temps et des connaissances. Donc je pense que c'est pas super abordable pour le français moyen, quoi. Donc si le français moyen est vegan tout court, moi ça me va très bien. Ensuite, Julien me demande « Coucou Pauline, que penses-tu du fasting et est-il selon toi compatible avec un mode de vie végétarien ou vegan ?» Alors fasting ça veut dire jeûne, le jeûne, enfin le fait de ne pas manger. Voilà, et tu me dis « Bravo et merci pour tes vidéos, je te suis depuis quelques années avec toujours autant de plaisir. » Alors je n'envisage plus du tout de jeûner parce que je pense que en fait juste avoir une alimentation végétalienne à base de plantes complètes, de plantes entières, c'est beaucoup mieux que de jeûner parce qu'on apporte des nutriments qui sont faciles à digérer et qui apportent tout ce qu'il faut au corps. Alors ce qu'on peut faire si on veut manger plus propre et plus sain, on mange plus de plantes entières et moins de produits transformés. Alors c'est quoi les produits transformés? C'est les produits industriels
qui sont hyper raffinés, hyper transformés, où on a enlevé les fibres, qu'on a broyé, qu'on mélange. Donc qu'est-ce que ça regroupe, tous ces produits trop raffinés à éviter? Bon, vous avez compris, hein, les produits qui ont plein d'ingrédients, des produits chimiques, qui ont plus de fibres. Même les jus, ça peut être un produit transformé, quoi. Bon, il y a différentes échelles. Il y a peu ou pas transformé. Alors peu transformé, ça va, mais pas transformé, c'est impec. Mais bon, vivre que de ça, c'est pas possible, quoi. À long terme, en tout cas. Donc les plantes complètes, hein. J'en reparle brièvement. Ben, c'est, je sais pas, les lentilles, le riz, les pommes de terre, enfin, des trucs qui sont encore entiers, que vous voyez encore la forme du produit et que c'est pas broyé en purée et puis mélangé à tort et à travers, quoi. Et l'huile aussi, c'est raffiné, c'est sans fibres, c'est déconseillé, quoi. Voilà. Alors les fruits, c'est aussi des plantes entières, les légumes qui sont juste coupés, un peu cuits. Voilà. Après, je dis pas que les soupes c'est mal, au contraire, les soupes c'est super bien, hein. Voilà. Ensuite, on va passer à la question suivante. Alors voilà ce que me dit Mathilde. Hello Pauline, je t'ai découverte sur YouTube il n'y a pas très longtemps et j'aime beaucoup ton naturel et ta simplicité, c'est très agréable. Pour ta fac, j'aimerais avoir 2 choses. J'ai cru comprendre que tu privilégiais un régime crudivore, excuse-moi si je me trompe, et j'aimerais savoir comment est-ce que tu as fait pour commencer, pourquoi aller faire ce type d'alimentation, les bénéfices, et si une alimentation végétalienne avec des préparations cuites ne te manque pas. Ok, donc ça c'est le premier point. Alors en moyenne, j'ai 2 repas crus par jour et 1 repas cuit par jour. Donc ça fait 3. C'est une moyenne. Après, des fois, je mange 4 ou 5 repas, ça dépend si je fais beaucoup de sport. Alors quand je dis cru, je dis pas manger du poireau cru ou des courgettes crues, ça, je déteste. Je mange des fruits en fait, donc c'est papaye, pastèque, nectarine, banane, dattes, enfin ça dépend où je suis, le prix que ça coûte et tout ça. Et l'important quand on mange cru, c'est de manger assez, de manger surtout des fruits doux et éviter de manger trop souvent des fruits acides tels que les agrumes. Les pommes c'est semi-acide et tout ça, bref. Pour réussir là-dedans, je dirais pas manger crudivore à 100%, parce que ça réussit à peu de monde, parce que ça inclut beaucoup de frustration, et puis la rééducation du goût est pas forcément nécessaire en plus. Ça peut être sain à court terme, mais bon, je dirais pas d'être crudivore à long terme, hein. Ça sert à rien. C'est bien pour ceux qui y arrivent, mais il y a personne qui arrive à très 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 long terme, ou quasiment personne. Voilà. Et le repas cuit, c'est très bien aussi, hein, si on fait pas n'importe quoi. Je veux dire, si on mange pas que des frites tout le temps, par exemple. Alors, ce qu'on peut faire pour commencer là-dedans, pour manger comme moi, vous pouvez commencer par faire un petit déjeuner de fruits. Vous mangez tous les fruits que vous avez envie. Et puis, si vous n'avez pas faim jusqu'au prochain repas, c'est que vous avez mangé assez. Par contre, si vous avez faim 2 heures après, c'est peut-être que vous n'avez pas mangé assez. Et bon, c'est pas grave, vous pouvez manger quelques pommes, et puis c'est reparti. Parce que les fruits, ça se digère super vite, donc du coup, ça permet d'avoir plein d'énergie pour faire du sport, travailler, enfin, ce qu'on a envie de faire dans la journée. Et les aliments cuits, ça dépend. Si on mange par exemple que du riz et de la verdure, ça va aussi digérer super vite, hein. Vraiment super vite. Alors que si on mange super gras, super lourd, ça va prendre beaucoup plus de temps. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. De toute façon, vous faites déjà ce que vous voulez, hein. Je fais que donner mon avis, mes conseils. Alors, pourquoi est-ce que je mange autant de trucs crus? Parce que c'est super hydratant déjà d'une part, ça contient plein de vitamine C. Voilà, ça c'est les 2 facteurs les plus importants. Puis j'aime bien l'effet que ça a sur mon énergie et tout. Après, je suis pas super stricte, hein. Des fois, je mange 2 repas cuits par jour et puis un seul repas cru. J'ai essayé de faire 3 repas cuits par jour, mais ça me réussit pas du tout. Après, je suis complètement desséchée. Pauline, elle est plus là. Le lendemain matin, il n'y a plus de Pauline, hein. Elle met du temps à émerger. Après, ouais, c'est une question d'habitude tout ça, hein. Avec les années, le corps il est habitué à ce qu'on lui donne tel ou tel truc. Et puis, si on fait autre chose, il a un peu du mal à comprendre. Voilà. Alors tu voulais aussi savoir les bénéfices d'une alimentation végétalienne. Alors une manière de savoir quels sont les bénéfices, tu regardes les études scientifiques qui se trouvent sur Google Scholar et sur plein de sites scientifiques. Donc en gros, plus tu manges de plantes, et puis plus le risque de cancer il baisse, le risque de maladie cardiovasculaire il baisse, le risque de diabète baisse, le risque d'obésité baisse. Enfin, voilà, il y a plein de bénéfices. Le seul truc, c'est penser à prendre sa B12. Alors la B12, c'est d'origine bactérienne, c'est pas chimique.
En fait, les omnivores, ils se supplémentent sans le savoir parce que les animaux, le bétail, les animaux d'élevage, ils reçoivent des compléments de B12, de zinc, de fer, de cuivre, enfin, plein de trucs, et d'antibiotiques aussi. Donc voilà, le seul truc qu'il faut faire vraiment attention, c'est la B12. Après, certains omnivores ont aussi besoin de prendre la B12 parce qu'ils sont en carence. Parce que la carence en B12, c'est pas spécifique aux végétaliens. Voilà. Il n'y a aucune carence qui n'est spécifique aux végétaliens. Voilà. Donc ça c'est pour les bénéfices. Et puis selon les personnes, moi par exemple je mangeais pas très sain avant, je mangeais très peu de vitamine C. Et puis du coup quand j'ai commencé à manger davantage de fruits et de légumes, d'un coup je me sentais super bien. Et puis bon, il n'y a pas que l'alimentation qui compte dans la santé, il y a aussi l'hydratation, le sommeil, pas avoir trop de stress, etc. Classique. Et le sport aussi, ça aide. Voilà, donc on arrive à ta deuxième question qui est: quelle est ta routine de sport? Voilà. Tu me dis, voilà, je suis navrée si tu as déjà répondu à ces questions. J'ai pas encore regardé toutes tes vidéos. Bon courage parce qu'il y en a beaucoup. Passe une belle après-midi et ensoleillée à ce que je vois. J'habite à Berlin et la chaleur est définitivement aux abonnés absents. Ah, des bisous. Ouais, courage, hein, si t'es à Berlin. Courage. Et si ça peut te consoler, il pleut pas mal ces derniers temps. Mais hier, il a plu tellement que... Bon, Paul et moi, on a couru sous la pluie pendant, 15 minutes et on était trempés comme si on sortait de la piscine. Quoi. Bon, c'est pas grave. Donc, tu me demandais quelle est ma routine de sport. Alors, classiquement, en moyenne, tous les jours, je me lève, je bois mon eau, je mange un petit machin, pas trop lourd. Et après, je fais du vélo pendant à peu près 1h30 en moyenne. Donc ça, c'est ce que je fais depuis 2 mois. Sinon, ça dépend où je suis en fait. Là, en Afrique du Sud, c'est un peu galère, donc je roule pas trop. Donc je fais un petit peu plus d'intensité pour que ça compte. Mais sinon, si je suis à Chiang Mai où la route est pas trop craigneuse, je peux rouler beaucoup plus. Et puis, c'est aussi un sport social pour moi quand je suis avec les autres cyclistes véganes. Donc j'en profite pour rouler plus avec eux et puis visiter plein d'endroits. Voilà. Et sinon, ici, la route elle craint, donc je roule le moins possible. Je reste dans le voisinage comme une peureuse. Bon, je fais ce que je peux pour avoir une activité, un entraînement qui compte, qui sert à quelque chose. Et sinon, l'an dernier, je roulais encore plus. Je faisais en moyenne 17 heures de vélo par semaine, et encore, en moyenne sur l'année, alors que pendant l'hiver, j'ai pas trop roulé. Donc, j'ai un peu réduit le nombre d'heures de vélo que je fais en moyenne par semaine. Et ouais, ça se passe bien. Je fais un peu plus d'intensité. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Et je suis encore en train de peaufiner mon programme, donc je vais pas vous donner trop de détails. Mais bon, bref, retenez qu'en moyenne, là, je fais 1h30 de vélo par jour. Et de temps en temps, je me prends un jour de repos quand j'en ai marre, quand j'ai les jambes qui font trop mal. Ou des fois, je fais un peu de course à pied. Je cours plus beaucoup, hein. Je cours 1 ou 2 fois dans le mois. Voilà, je cours 1 heure et puis voilà, c'est tout. 1 heure, 1 ou 2 fois dans le mois. Et sinon, ce vélo, un peu de marche. Je marche pas énormément, mais c'est vrai que je marchais beaucoup plus avant quand je faisais pas de vélo ni de course à pied, donc quelque part je compense parce que j'ai besoin de sortir. Je bosse tellement sur ordinateur que dès que j'ai le temps pour moi, je vais courir, je vais faire du vélo, je fais du sport, ça me fait du bien à la tête et aux yeux aussi. Et puis après le sport, je vais m'étirer un petit peu si j'y pense pendant 2 minutes, donc je fais quelques étirements de yoga et puis ça s'arrête là. Ah, il pleut, pour du sérieux. Ensuite, une toute petite question de Eva Barret. Peux-tu faire plus de routines sur ta chaîne ou des journées dans ta peau, car j'adore. Ouais, j'essaie d'en faire. En fait, ça me prend pas mal de travail de faire des vidéos comme ça, alors j'en fais régulièrement, je sais que vous aimez ça, vous en faites pas. Je vais continuer à en faire. Voilà. Ensuite, le pseudo est très dur à dire. But first, let me take a selfie. Ok. Tu me demandes, donc Nina, tu me demandes, souhaites-tu adopter un enfant? Quand est-ce que tu seras de retour en France? Vas-tu une fois venir en Belgique? Bec. Alors, je pense que l'adoption des enfants, c'est une chose géniale. C'est une super alternative à la maternité parce qu'il y a déjà tellement d'orphelins sur Terre. Je ne sais plus combien il y a de millions d'orphelins. Je pense que pour ceux et celles qui ont un instinct de parents, l'adoption, ça peut être une super expérience et une bonne action en plus. Mais personnellement, j'ai pas envie d'adopter un enfant parce que j'ai pas d'instinct maternel, ça m'attire pas du tout d'avoir des enfants.
à la rigueur avoir un lapin ou je sais pas, un autre animal herbivore, le recueillir, pourquoi pas, mais en aucun cas financer une animalerie, un élevage. Voilà. Pour ceux qui ont envie d'adopter, je vous soutiens à fond, je trouve que c'est génial. Est-ce que j'ai prévu de retourner en France? Ben non, toujours pas. Toujours pas. Les billets d'avion c'est cher aussi, donc je vais pas aller en France tous les mois comme ça. Et bon, quand j'y retournerai, j'irai voir ma famille et mes amis, ce sera un grand plaisir, quoi. Est-ce que je vais venir en Suisse? Bah, c'est pareil que la France, bon, c'est juste à côté pour moi, mais c'est pas prévu pour l'instant. Peut-être pourquoi pas par la suite si on se fait un pique-nique vegan en été dans l'herbe, avec grand plaisir. Voilà. Donc pour l'instant, ce que j'ai prévu, c'est de retourner en Thaïlande dans un mois. Et puis après, je ne sais pas. Ensuite, une question de Haute-Salem. Tu me dis, je voulais te poser une question par rapport à ta vidéo du jour concernant le brossage de dents au savon. Il me semble que dans une ancienne vidéo, tu as dit que ton papa est dentiste. Ouais. Il approuve ce lavage de dents au savon? Bah ouais, il sait que je fais ça et puis non, il n'a rien à redire. Voilà, c'est une question par rapport à l'émail des dents ou la prévention des caries ou des problèmes des gencives. Il n'est quand même pas conseillé de se laver des dents avec du dentifrice. Bon, alors le dentifrice, c'est quelque chose qui est formulé pour fonctionner. Hein. Après, il y a des dentifrices qui sont très chimiques et qui ont du fluor, donc ça, je conseille d'éviter quand même. Donc prenez plutôt un dentifrice sans fluor. Et pour ceux qui sont très doués pour les préparations maison, qui respectent les dosages, vous pouvez faire un dentifrice maison, mais respectez absolument les dosages. Et puis je déconseille d'utiliser du bicarbonate de soude ou alors des produits qui ont un pH pas du tout neutre parce que ça risque de vous attaquer à l'émail des dents, la peau dans la bouche. Voilà, mais sinon, bon, il y en a qui le font à l'argile verte, à l'argile blanche, qui utilisent de l'huile de coco aussi, donc il y a plein d'alternatives. Hein. Chacun peut prendre son dentifrice, alors soit un dentifrice acheté en magasin bio qui n'a pas de fluor, soit l'huile de coco pour se brosser les dents, soit du savon et en rinçant vraiment bien après, soit une préparation maison, mais faites très attention à la recette que vous utilisez pour ne pas abîmer vos dents. Faites super attention. Voilà. Et donc mon papa dentiste, il approuve tout à fait ma routine. Et pour l'anecdote, il y a à peu près 6 mois, avant de partir en Thaïlande, j'ai fait une petite vérification chez lui. Donc je suis entrée dans son cabinet dentaire et puis il a un peu tout vérifié. Donc il n'a rien trouvé à détartrer, il n'a pas trouvé de carie, il n'a rien trouvé à faire dans ma bouche et du coup au bout de 5 minutes, voilà, il m'a mis dehors. Donc ouais, je mange plein de fruits, je mange plein de sucre et mes dents sont impeccables. Ensuite, une question de Lise Maloub. Tu me demandes qu'est-ce que je pense des fruits surgelés. Alors je pense que ça peut être une bonne solution de rechange, comme par exemple avoir des baies surgelées en hiver, je sais pas, des framboises surgelées, des fraises surgelées pour l'hiver, ça peut être bien. Mais sinon, moi, je préfère le frais en général pour le goût, la texture. Mais après, ça dépend combien de temps les fruits sont conservés en surgélation. Regardez sur internet, il y a des statistiques de préservation des nutriments. Ça peut être intéressant de surgeler, mais bon, c'est pas trop mon truc. Ensuite, une question de Edelos. Voudrais-tu vivre dans un autre pays que la Thaïlande et l'Afrique du Sud? Si oui, pourquoi? En fait, je compte pas du tout vivre en Afrique du Sud parce que je sais pas, je me sens pas super bien ici. Bon, il y a pire, hein, ça va, c'est pas si mal que ça, mais je préfère largement la Thaïlande. Et a priori, je compte pas trop vivre ailleurs. Je compte vivre principalement en Thaïlande. Parce que j'adore ce pays. Ensuite, combien de temps as-tu mis pour devenir complètement végane? J'ai mis 2 ans à passer de omnivore à végétalienne. Et après, bon, j'ai encore mis à la benne à vêtements, j'ai donné des vêtements en cuir, des trucs comme ça. Donc 2 ans, 2 ans de transition. Il y en a qui arrivent à faire ça beaucoup plus rapidement. Et 2 ans c'est long, mais bon. Quand on est timide et qu'on ne s'assume pas. Hein. Ensuite, une question de Marindel. Ton chéri était vegan aussi avant ou il te suit dans sa démarche? En fait, il est vegan depuis autant de temps que moi. Et du coup, c'était tout facile. J'ai eu ma liste de critères pour avoir que doit avoir un chéri. Et lui, il remplissait tous les critères. Et puis, voilà, ça a bien marché. Donc lui, j'ai pas eu à le convaincre ni à quoi que ce soit. Il était déjà vegan de lui-même. Il a fait ses recherches. Il a compris que consommer des produits animaux, c'était cruel et que c'était totalement inutile.
Donc voilà, c'est très pratique pour moi, c'est beaucoup plus relax que d'avoir un petit copain carniste comme j'avais à l'époque. Je pouvais plus, enfin j'ai essayé, mais au bout d'un moment, quand les valeurs sont tellement différentes, je pouvais plus. Voilà, donc je préfère partir. Ensuite, une question de Laetitia Arthur Sébastien qui me demande: as-tu enfin trouvé ton équilibre dans la vie maintenant que tu es avec Paul et que tu vis au soleil? Alors ouais, être avec quelqu'un comme Paul et puis vivre au chaud toute l'année, ça faisait partie on va dire, des buts dans ma vie. Après, j'étais déjà heureuse avant, j'étais déjà une personne entière, j'avais pas besoin de mon double, de ma moitié. Mais c'est un bonus énorme de pouvoir vivre dans ces conditions-là, donc je trouve que c'est génial. Mais j'avais déjà mon équilibre avant, en fait. Je sais pas, le mot équilibre, c'est peut-être mal choisi comme mot. Ouais. Ah oui, l'équilibre, c'est bon, j'ai depuis des années, même depuis que je suis stable là-dedans. C'est pas une question de paramètres extérieurs, l'équilibre. Hein, à la limite, on peut parler d'équilibre en termes de santé physique et mentale. Et ouais, le fait que je sois au soleil ou le fait que j'ai un chéri, je pense pas que ça compte dans mon équilibre. Hein. C'est des bonus dans la vie. Et puis pour ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un comme Paul qui est déjà vegan, je dis allez au pique-nique vegan, allez aux actions militantes vegan, organiser des événements, il y a aussi des festivals, des trucs comme ça. Et puis sur internet, même sans truc organisé, il y a moyen de rencontrer d'autres véganes. Et heureusement, il y a de plus en plus d'hommes qui sont véganes aussi, parce qu'il y avait un certain déséquilibre, j'ai remarqué il y a quelques années, mais maintenant, ça s'équilibre un peu plus, le rapport homme-femme végane. Voilà. Ensuite, une question de Raphaël Kovac. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui se lance sur YouTube pour parler du véganisme? Est-ce dur à vivre d'être youtubeuse parfois? Merci, tu es très inspirante. Alors, être youtubeuse et végane, c'est quelque chose. Hein. En fait, rien que le fait d'être végane sur YouTube, ça ralentit la progression parce que la plupart des gens, ils ne s'intéressent pas du tout à l'éthique. Donc c'est aussi pour ça que je parle d'autres sujets, histoire d'attirer une audience un peu différente. Et globalement, grandir en étant végane sur YouTube, c'est pas évident du tout. En plus, les gens, ils s'abonnent pas très facilement. En fait, ils s'abonnent que quand il y a un contenu qui leur plaît, quand la qualité de l'image et du son est correcte, quand ils aiment bien la personnalité du youtubeur. Ça dépend de plein de choses. Hein. Donc un conseil pour se lancer sur YouTube et en étant végane, alors je dirais de ne pas parler que de véganisme, sauf si vous êtes super doué, mais vraiment super doué. Et aussi, soyez vous-même, faites transparaître votre personnalité, soyez unique, trouvez votre niche, et puis les gens ils vont peut-être adorer, peut-être pas, mais soyez authentique et partagez votre passion. Quoi. Et puis écoutez aussi les critiques, bien sûr. Hein. Parce que des fois, au début, on se plante parce que c'est le début, on est débutant. On ne peut pas tout savoir dès le début, donc autant se faire conseiller par ceux qui ont bien réussi. Alors moi, j'ai quasiment 19 000 abonnés en 3 ans et demi, il me semble. Alors, c'est vrai que c'est un peu lent, mais bon, en tant que youtubeuse végane, voilà, ça explique que ça croît lentement. Et aussi que j'ai mis du temps à avoir une caméra. Un appareil photo de bonne qualité. Bon, quand on est fauché, on est fauché. Ensuite, une question de Valentine qui me dit je voulais juste quelques conseils que tu pourrais donner à des gens comme moi qui sont devenus végétaliens mais qui vivent dans un milieu totalement omnivore. Dans ma famille et entourage, j'ai des bouchers, charcutiers et chasseurs, donc autant vous dire que parler de véganisme chez moi, c'est comme parler à un mur. J'imagine. Pourtant, j'aimerais tellement leur ouvrir les yeux. Voilà. Sinon, j'aime beaucoup tes vidéos, j'apprends plein de trucs. Bisous de Belgique. Ok. J'ai déjà expliqué un peu au début de la vidéo comment faire avec les gens qui ne partagent pas du tout vos convictions. Vous pouvez leur montrer les documentaires que j'ai cités, donc Terrien, Conspiracy, La santé dans l'assiette, les discours de Gary Yourofsky et encore d'autres qui sont moins connus. Et si avec ça ils réagissent pas, laissez tomber. Soyez juste vous-même et puis vivez votre véganisme pour vous. Et puis gagnez au moins le droit de manger ce que vous voulez, c'est le minimum. Quoi. Et sinon, ne perdez pas votre énergie à essayer de les convaincre. Par contre, vous pouvez garder le contact et continuer à parler des passions communes. Hein, c'est tout ce que je peux conseiller. Ensuite, une autre question qui me dit pourras-tu faire ton top 5 de tes fruits favoris? Ok. Papaye, fruit du dragon, mangoustan,
mini banane et le melon vert, de variété Santa Claus, qu'on appelle aussi piel des sapos. Voilà. Et je les adore ceux-là. C'est pas forcément les moins chers, enfin ça dépend où on vit. Donc j'aime bien les fruits juteux, sucrés. Ensuite, une question de Mike Stonem. C'est une question un peu bête, mais je demandais si tu te sens mal quand tu marches sur des insectes. Oh le troll. Il dit bisous. Ben, si je vois un insecte, je sais pas, un truc un peu gros qui est visible de loin, comme un papillon, je sais pas, une abeille, bah, je vais éviter de marcher dessus. Je vais pas lui marcher dessus exprès parce que je suis supérieure. Le concept de supériorité, c'est débile. Et puis c'est relatif. Donc si je marche sur un insecte et que je l'ai pas vu, que j'ai pas fait attention et que je marche dessus quand même, ben voilà, c'est pas fait exprès. C'est comme ça. Une fois que c'est fait, hein, voilà. Et aux yeux de la loi, bah, par exemple, si un humain tue un autre humain, qu'il le fait exprès, il va pas risquer la même chose que s'il tue quelqu'un par accident. Bah, pour les animaux, c'est un peu pareil. Hein. Si on peut éviter de les tuer, on a la responsabilité de l'éviter. Donc voilà, si je marche sur un insecte, je fais oups, désolé, j'ai pas fait attention, t'étais tout petit, je t'ai pas vu. Voilà, tant pis. Ensuite, une question de Andrea Ia Portugal. Hello, moi c'est pas vraiment une question, mais je voulais te remercier pour ta bienveillance. Je suis à tendance carnivore et il faut avouer que j'ai diminué 3/4 de ma consommation de viande grâce à toi. Merci de m'ouvrir les yeux, des bisous et encore merci pour tes vidéos. Voilà, le genre de message qui me fait super plaisir. Alors je tenais à vous le lire aussi. Cool. Ensuite, une question de la Cosmétech. Est-ce que tu as contacté Céline Repetto depuis? Qu'est-ce que tu penses de ses propos maintenant? Alors quand elle a commencé à faire son coming back omnivore, ou pesco-végétarien, ben, je lui ai écrit sur WhatsApp. Et puis elle continuait avec son discours pseudo-spirituel. Ouais, je respecte ce que tu fais, respecte-moi, gna gna gna. L'amour. Je trouve ça tellement creux alors qu'en fait elle en a rien à foutre des animaux. J'ai laissé tomber et du coup je me suis désabonnée pour arrêter de. Je ne veux pas l'entendre parce que ça m'énerve. En plus c'est une ancienne amie donc du coup ça me désole quoi. Qu'elle ait abandonné toute démarche éthique. Donc bon. Ça me désole, je sais pas, j'ai rien d'autre à rajouter depuis, j'ai pas raconté sa vie privée que je connais. C'est juste désolant qu'elle soit plus intéressée du tout par le véganisme. Après qu'elle aurait pu dire que c'était un peu difficile et tout, mais qu'elle commence à attaquer le véganisme, c'est de la mauvaise foi, c'est malveillant, je la reconnais pas quoi. Bon, peut-être que son petit copain il est pour quelque chose. On passe à autre chose. Véganement Vôtre me demande qu'est-ce que je pense du no-bras, de la vie sans soutien-gorge. Est-ce que louper le petit déjeuner parce que le matin on n'a pas le temps d'en faire ou on n'a pas faim, est-ce que c'est mauvais pour l'organisme? Alors pour le no-bras, bon là, j'ai un soutien-gorge pour la vidéo parce que bon, les trolls, ils attendent que ça, que de voir des tétons qui dépassent. Et juste après la vidéo, je vais enlever le soutif. Hein, parce que au bout d'1 ou 2 heures, ça me fait mal d'avoir un soutien-gorge. Enfin, j'ai de nouveau de la sensibilité, donc si toute la journée, j'ai pas de soutien-gorge, la nuit, j'ai pas de soutien-gorge. Donc je m'invite un soutien-gorge pour certaines vidéos et puis quand je vais courir. Mais sinon, j'en mets plus parce que ça me fait mal. Et puis bon, j'ai pas les seins qui remontent beaucoup, comme ça devrait le faire. Parce qu'en fait, j'ai des seins qui sont naturels et très lourds. Donc du coup, voilà, ils restent comme ils sont et puis tant pis. Hein, ça change rien à ma personnalité, à qui je suis. Donc, et je fais de mal à personne. Quoi d'autre? Alors peut-être que si je perds encore quelques kilos, ils vont devenir plus légers, donc peut-être qu'ils vont remonter, mais bon, avec des scies, voilà. Je vais pas vivre dans l'avenir, je vais vivre dans l'instant présent, et puis voilà. La deuxième question, c'était lié au petit déjeuner. Donc est-ce que sauter le petit déjeuner, c'est mal? Pour X raisons. Ça dépend à quelle heure tu manges ton repas suivant. Si tu sautes ton petit déjeuner à 6 heures, bon, ça peut-être un peu tôt pour le petit déj, et après si tu manges vers 9-10 heures, c'est bien aussi. Hein. Alors, si tu n'as pas le temps de faire des petits déjeuners, ben, tu peux boire un jus de fruits, tu peux emporter un smoothie avec toi, tu peux emporter quelques pommes dans ton sac. Il y a plein de solutions. Hein. Et tu peux manger dans les transports.
Après, si tu sautes le petit déjeuner, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est pas sain, bah, ça va apprendre à ton organisme qu'il est en famine tous les matins. Alors si tu es quelqu'un qui a tendance à avoir du surpoids, ben, c'est une habitude à changer. Voilà. Alors si tu fais du sport juste le matin et que c'est pour ça que tu sautes le petit-déj, ben, tu peux boire de l'eau sucrée, un peu de jus de fruits. Donc bref, si tu sautes un petit déjeuner occasionnellement, c'est pas grave. Mais bon, c'est un truc à éviter à long terme quand même. Donc t'as pas besoin de préparer un petit déjeuner, il n'y a pas besoin de faire des combinaisons compliquées. Tu manges quelque chose de vegan, tu vas te trouver une solution. Hein. Même si c'est préparé par une industrie, tant pis, hein, trouve-toi une solution pour manger le matin et puis avoir d'énergie, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Ensuite, une question de Bestfil me demande: pour les questions, Pauline, quand tu tombes malade, tu te soignes comment? J'ai jamais été malade en fait en étant végétalienne, végane, et bon, admettons que ça arrive. Ben, j'arrêterai les produits industriels pendant un certain temps, je mangerai juste autant de fruits et légumes que j'ai envie, avec assez d'eau, assez de sommeil surtout. Je ferai attention à mes sources de stress, et puis voilà, c'est tout ce que je ferai. Je ne recourrai pas à aucune sorte de médecine en fait, que ce soit la médecine traditionnelle, sauf si j'ai un vrai pépin par contre. Si j'ai un truc vraiment très grave, bon, ok, je garde toujours cette éventualité-là de recourir à la médecine traditionnelle, non pas traditionnelle, on va dire conventionnelle. Et sinon, bon, tout ce qui est médecine alternative, il y a beaucoup de charlatanisme là-dedans, donc ça dépend de quoi. Et je ne commencerai pas à boire des tisanes ou des trucs comme ça, parce que certaines tisanes peuvent être toxiques si on en boit trop, c'est diurétique, enfin, c'est pas très très intéressant. Et je pourrais faire un bilan sanguin à la rigueur pour voir s'il y a un manque. Mais bon, j'ai fait des bilans sanguins au bout de 4 ans et au bout de 6 ans d'alimentation végétale, et puis tout va bien. Donc, bon, si jamais ça m'arrivait, donc comme je vous dis, je mangerais seulement des plantes entières ou quasiment que des plantes entières pendant un certain temps jusqu'à ce que ça aille mieux, et puis pouf, voilà. Ensuite, une question de Mayonaigle. Coucou Pauline, si ça n'avait pas été avec Paul, est-ce que ça aurait été possible pour toi d'avoir une relation amoureuse avec un carnivore? Je pourrais pas être en couple avec un carnivore, omnivore en fait, tu veux dire, parce que en fait dans ma liste de trucs super importants, il y a avoir les mêmes convictions éthiques, et puis le véganisme c'est en tout premier, c'est mon premier critère. Donc ça serait pas possible d'être avec un omnivore pour moi, plus maintenant en tout cas. Parce que c'est un aspect vachement important de la personnalité, de nos valeurs, quoi. Voilà. Et bon, si pour les autres gens, si ils sont amoureux d'omnivores, ben, c'est leur vie, quoi. Autre question. Ne penses-tu pas que Anne Sofruy soit extrémiste et donne de très mauvais conseils? Alors, le truc pour lequel je suis pas d'accord avec elle, c'est l'agressivité, le rentre-dedans, et le fait que maintenant il y a plein d'omnivores qui associent son image avec le véganisme, alors qu'en fait il y a plein d'autres véganes qui sont vachement pacifiques et sympas et qui expliquent tout et qui sont pas dans des tripes de vouloir imposer une alimentation spécifique. Du moment que les gens sont véganes, moi je trouve que c'est cool. Après, s'ils n'ont pas envie de manger autant de glucides que moi, ou s'ils voient les trucs de manière un peu différente, mais en restant vegan, ben, moi ça me va. Hein. Et extrémisme c'est relatif, hein, donc je trouve que ce mot il devrait pas être employé, parce que ça veut pas dire grand chose en fait, ça veut juste dire extrême par rapport à moi, à mon point de vue et mon petit carcan, mon petit la fourchette d'acceptabilité. Alors des très mauvais conseils, ben, ça dépend. Ben, je suis d'accord avec elle pour certains trucs, mais le fait de vouloir faire manger le double de son métabolique de base à tout le monde, ça marche pas pour tout le monde. Ça peut marcher pour les hommes jeunes, mais par contre vouloir faire manger le double de son taux métabolique de base à des femmes âgées qui n'ont pas de sport, ça va pas marcher. Ouais. Par contre, ce qu'elles peuvent faire, c'est commencer à augmenter progressivement le nombre de calories pour se sentir mieux, et boire assez d'eau, commencer à se bouger un peu, mais passer du jour au lendemain d'un truc à l'autre, c'est toujours un choc pour le corps. Alors, et si en plus on voit qu'on grossit en mangeant d'une telle manière, c'est le moment de diminuer un peu, de calmer, quoi. Voilà. Et puis, ce que j'aime pas, c'est son côté tyran, quoi. C'est fatigant. Mais bon, je la suis plus, hein, c'est comme Céline, hein, je la suis plus, et puis comme ça, du coup, je pense plus à elle. La seule fois où je pense à ces deux-là, c'est quand vous me posez des questions sur elle. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Alors, ensuite, une autre question de Bestfil.
Moi, quand je mange, j'ai souvent envie de dormir. Est-ce que c'est le cas pour vous? C'est la dernière question. Quand je mange beaucoup, ben, ça dépend. Si je mange beaucoup de riz, ça me donne pas trop envie de dormir. Par contre, si je mange beaucoup de trucs et que c'est gras, que c'est grillé, enfin que c'est gras et protéiné, ça me fait dormir. Mais sinon, si je mange beaucoup de bananes, beaucoup de patates, ça me donne pas envie de dormir. Hein. C'est les sauces grasses, à mon avis, qui te donnent envie de dormir. Ou alors, le fait que ce soit des aliments très transformés, comme du pain. Alors, le pain, par contre, ça me fait dormir. Ça me fait grave dormir. Les pâtes, un peu moins, mais bon, ça me fait un peu dormir quand même, les pâtes. Donc, si jamais tu as envie de dormir après manger, c'est peut-être que tu manges les mauvais aliments. Donc, tu peux tourner vers les plantes entières. Ce sera peut-être plus préférable pour toi. Ensuite, tu me demandes, est-ce que le sucre entraîne bien souvent des mycoses vaginales? Est-ce que j'ai connu ça? Non. Pourtant, je mange du sucre raffiné, des fruits, du jus de fruits, des féculents, et puis j'ai pas ça. Là. Moi, je dirais que c'est dû aux graisses. Parce qu'en fait, la graisse, ça pose un problème dans le sang. En fait, ça empêche les glucides d'atteindre les cellules. Je vous redirige, sous la vidéo, je vous mets un petit lien pour expliquer tout ça. Je vais pas recommencer encore une fois, mais bon, c'est la graisse qui cause des problèmes de glycémie, qui fait du yo-yo glycémique. Voilà. Donc toi, tu penses que c'est la faute de la transpiration et du fructose. Tu te dis que le sucre est devenu pour toi une drogue dure. En fait, tes cellules, elles se nourrissent de sucre. Donc tu peux pas dire à tes cellules de pas manger. C'est comme si tu disais « Ah non, mais je suis accro à l'oxygène, je vais arrêter de respirer parce que je suis accro. » C'est de la nourriture, hein, c'est de l'énergie, le sucre. Et puis après, je dis pas qu'il faut manger que du sucre de canne toute la journée. Je dis que c'est pas grave d'en manger, c'est tout. Et puis ce que tu peux faire, c'est diminuer fortement les graisses, stresser moins, et puis éviter les frottements au niveau de la schtroumpfette. Voilà. Et tu m'en diras des nouvelles. Et ouais, donc stress, frottement, graisse, essaie de remédier à ça, et puis j'espère que ça va t'aider rapidement. Et puis te stresse pas pour le sucre. Par contre, tu pourrais commencer à stresser un peu plus pour la graisse si tu en consommes beaucoup. Donc pour ça, si tu en consommes beaucoup, tu peux aller sur Chronometer, tu saisis tous tes repas. Je sais, c'est un peu pénible, mais bon. Si jamais tu sais pas trop ce que tu fais niveau alimentaire, ça peut être utile de passer par là. Donc tu saisis tes repas sur Chronometer pendant toute une journée et tu regardes après le taux de graisse qu'il y a. Alors si tu dépasses les 20%, ça peut vraiment être problématique. Voilà. Alors moi je suis à environ 5% de graisse. Il y en a plein qui sont à 10%, ça se passe bien. 15% ça peut encore aller. Mais si tu dépasses 20%, ça peut poser problème. Voilà. Donc on est arrivé à la dernière question, c'est tout. C'était cool. Et j'ai très soif parce que j'ai beaucoup parlé. Puis j'ai monté cette vidéo et voilà, aujourd'hui c'est à Saint-Valentin. Je fais rien de spécial. Avec mon copain on fait comme d'habitude, on mange comme d'habitude, on fait l'amour comme d'habitude. Et puis on s'aime pas plus qu'un autre jour, on s'aime tout autant que les autres jours. Voilà. Et puis on n'a pas envie de financer tout le business de la Saint-Valentin parce que bon, c'est pas notre truc, voilà. Et si vous aimez la Saint-Valentin, amusez-vous, voilà. Et puis on boit pas d'alcool parce qu'on boit jamais d'alcool. Voilà, allez ciao.